Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir confirmé votre présence dans l'adversité. On peut peut-être vous demander une réaction à ce climat, à ce désamour qui n'est pas limité au Luxembourg, à ce désamour pour les Verts. C'est dû à quoi, selon vous ? Bienvenue sur le canapé rouge de M. Freud. Je vais vous faire l'analyse de mon psychanalyse. Non, ça vous coûte très cher, ce n'est pas une psychanalyse. Merci d'abord pour cette conférence qui, pour moi, est importante pour Luxembourg. Parce que d'abord, je crois qu'il n'y a aucun autre pays en Europe qui est autant dépendant d'un bon fonctionnement de l'Union européenne. Et l'Union européenne, en fait, c'est notre seul, engin, c'est notre seul véhicule en tant que citoyen européen d'avoir encore un mot à dire sur cette planète. Et donc, c'est important qu'il y ait des événements comme aujourd'hui pour structurer un peu le débat autour de l'Union européenne. Et je crois que cette année, c'est peut-être encore plus important parce que l'année prochaine, il y aura des élections qui seront peut-être encore plus importantes que les élections pour le gouvernement luxembourgeois, c'est les élections pour le Parlement européen. J'y étais longtemps, 18 ans, entre 1999 et 2018. Si la tendance qu'on voit un peu, surtout dans l'Europe de l'Ouest, d'un green bashing, mais je crois que c'est plutôt un bashing de tout ce qui est un peu progressiste, si jamais ça se matérialiserait dans le résultat des élections du Parlement européen, en fait, ça pourrait mettre assez à mal le projet européen, ou du moins, ça pourrait ralentir un peu l'élan que l'Europe a pris ces dernières années pour essayer de réguler des choses, et vous l'avez très bien décrit, la digitalisation, aucun pays européen n'a la taille pour agir, donc il faut l'Europe. On l'a fait sur la chimie. REACH, c'est un règlement qui n'a pas seulement formaté l'industrie chimique européenne, mais aussi l'industrie chimique du monde entier. Et il y a pas mal de questions à la fois sur l'écologie, mais aussi sur la justice planétaire que l'Europe doit réguler. Donc, je ne vais pas trop vous donner mes états d'âme. Ce matin, en me levant, j'étais entre missiles et méditation. Donc, pour vous donner un peu le spectre, j'avais identifié les 4 pans qu'il faut exploser pour que le Luxembourg s'arrête définitivement. Donc, mais je ne vais pas vous les donner pour ne pas risquer d'avoir des gens qui le mettent vraiment en place. Alors, sur le changement climatique, je crois que Tom Bowler a bien expliqué un peu ce que l'Europe a fait. Moi, je vais me concentrer sur ce que le Luxembourg a fait les derniers 5 ans. Et bien sûr, il y aura à chaque fois des pans vers l'Europe, parce que ce que nous faisons en matière de transition énergétique à Luxembourg, en fait, c'est une petite pièce de puzzle dans la pièce de puzzle de la transition énergétique au niveau européen. Et Tom Bowler a dit ce matin quelque chose qui a priori peut étonner quand il dit que le problème du changement climatique, c'est peut-être le problème environnemental le plus facile à résoudre. Et je crois qu'il a raison, parce que le problème de la biodiversité et surtout le problème des ressources, il est, je crois, beaucoup plus fondamental ou beaucoup plus profond dans la déstructuralisation de la mondialisation actuelle que le problème du changement climatique. Et donc, changement climatique, en fait, c'est pas trop compliqué. C'est un problème de volume. J'ai des molécules que si je les éjecte dans l'atmosphère, ils vont détruire l'équilibre de l'atmosphère. Et donc, depuis 5-6 ans, aussi grâce à ce consortium de scientifiques qui sont dans le GIEC, donc dans le IPCC, donc tous ces scientifiques qui travaillent sur la modélisation, on peut faire des modèles assez fiables qui disent ceci.
On sait plus ou moins où sera la rupture totale des systèmes. Elle est quelque part entre 1,5 et 2 degrés. À ce moment-là, il y a des choses qui s'enclenchent, qui sont difficilement maîtrisables, et à ce moment-là, on ne parle plus de quelques millions de déplacés, mais on va parler de centaines de millions de déplacés parce qu'il y aura des parties entières de la Terre qui ne seront plus habitables. Donc, quelque part entre 1,5 et 2 degrés, c'est la limite de cet écosystème qu'il ne faudra pas franchir. Après, je peux facilement le transposer, ou je peux calculer des gigatonnes de CO2 equivalents que je peux éjecter dans l'atmosphère. Je connais les trajectoires actuelles et donc je sais calculer à partir de là combien de gigatonnes de CO2 je peux encore injecter en total. Après, il y a une question que Tom a éludée, c'est la question de la justice. Un citoyen luxembourgeois, est-ce qu'il a droit à plus qu'un citoyen portugais, qu'un citoyen indien ou un citoyen africain? Les modèles que l'Europe a choisis, et je connais assez le détail parce que à l'époque, j'étais le coordinateur de la politique climat-énergie du groupe Vert au Parlement, et nous, on avait fait le premier scénario européen pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour rester sous les 2 degrés. Donc, je connais les chiffres derrière. Et donc, nous, on avait choisi de dire un citoyen du monde égale un autre citoyen du monde. Mais on n'avait pas osé toucher à la question historique. Et pour l'anecdote, j'étais à cette fameuse conférence de Rio en 92, en jeune écologiste, ensemble avec Roga Garcia, qui représentait les associations tiers-mondistes du Luxembourg. Et on était allé à une conférence d'un des plus connus activistes indiens de l'époque, qui s'appelait Anil Agarwal, qui est vraiment c'était un phénomène. Et on arrive, Roga et moi, on va à sa conférence, et il sort un graphique sur la dette climatique des différents pays. Et à notre surprise, et on s'est très vite caché sous les chaises, le Luxembourg était le numéro 1 de la dette climatique du monde. Pas parce qu'on est des méchants luxembourgeois, mais parce que ArcelorMittal est sur notre territoire et que les émissions de l'acierie luxembourgeoise depuis, après la Première Guerre mondiale, étaient telles que par tête d'habitant, on est de facto, et ça c'est des statistiques, ce n'est pas un jugement, c'est des statistiques, on est le pays avec la plus grande dette écologique, ou du moins la plus grande dette climatique. Et donc, heureusement que dans les scénarios que l'Europe a fait sur les réductions de CO2, on n'a pas commencé à considérer la dette historique. Mais il faut comprendre que quand les différents gouvernements vont se réunir en novembre à Abu Dhabi pour négocier la suite des négociations climat, la délégation indienne, ce n'est pas un petit pays, c'est le plus grand pays du monde en population. La délégation indienne, elle est sur la position, nous n'avons pas beaucoup pollué historiquement, et donc il faut que nous soyons compensés, respectivement, et compensés par 2 chemins. Le premier, on doit faire beaucoup moins de réductions, et vous devez nous payer financièrement pour la transition écologique. Donc, la justice climatique, ou le débat sur qu'est-ce qui est juste dans la politique climatique internationale, c'est un chapitre qui est ultra difficile, et je ne vais pas trop aller dans les profondeurs, mais juste pour vous dire ce que nous on fait en Europe et ce que nous on fait à Luxembourg, en fait c'est, je dirais, le strict minimum des réductions qu'on doit faire si on considère tout le cadre mondial. Alors, quand je suis arrivé au gouvernement en 2018, début 2019, on avait un objectif climat de 40% de réduction des gaz à effet de serre jusqu'en 2030.
40%, ce n'était pas le fair share que le Luxembourg devait faire. Et donc, on est passé de 40 à 55. Et 55% de réduction, c'est, je dirais, à peine, c'est le minimum que le Luxembourg doit faire pour jouer sans fair share au niveau de la répartition des efforts au niveau européen. Donc, fixer un objectif, ça c'est ultra facile. Après, vient la question, comment, dans un pays qui connaît une croissance économique extrême, qui connaît une croissance démographique qui est relativement plus importante que celle du Mexique, comment dans un pays qui est assez fondamentaux, comment arriver à faire... Donc en fait, les fondamentaux, ils sont comme ça, et mon résultat, il doit être là. Donc en fait, c'est très très difficile de joindre les bouts dans une économie avec le dynamisme comme le Luxembourg. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un premier plan énergie-climat. Et pour le résumer, en fait, c'est quoi notre stratégie climatique? C'est d'être le champion du monde, ou un des champions du monde, dans l'adoption massive des technologies zéro carbone. Et en fait, ce n'est pas si compliqué que ça d'arriver à zéro carbone sur son territoire. J'ai le chauffage dans les maisons, j'ai la mobilité, j'ai l'industrie et j'ai l'agriculture. L'agriculture à Luxembourg, en fait, c'est 9-10%. Je ne vais pas trop en parler. Je vais essayer de me concentrer sur habitat, mobilité, industrie. Commençons par l'industrie. En fait, entre-temps, on a fait avec les industriels luxembourgeois, ensemble avec le ministère de l'économie, on a fait une Zero Carbon Roadmap. Donc on a payé un expert et on a réuni tous les 15, 20, 25 plus grands industrialistes à Luxembourg et on a dit, ok, ArcelorMittal, où est-ce que tu es aujourd'hui, avec quelle technologie et où est-ce que tu dois être pour être zéro carbone. Et la même chose pour Goodyear, pour Guardian, pour toutes les industriels. Et je dois dire que les industriels, ils ont joué le jeu. Donc on a aujourd'hui un document assez détaillé pour savoir, ok, cet industriel, il va passer du gaz fossile à une pompe à chaleur industrielle. Et ça va réduire de 80% sa pollution. Si je reste à ArcelorMittal, ArcelorMittal fait déjà de l'acier à partir de fours à arc électrique. Donc en fait, il faut surtout veiller à ce que l'électricité soit renouvelable, donc zéro carbone. Et pour le reste, Arcelor a encore besoin de pas mal de gaz pour chauffer en fait les lingots d'acier quand ils sont sortis du four à arc électrique avant de l'amener au laminoir. Et ce gaz, en fait, à Rodange, qui est une petite usine, ils pourront le remplacer par un très long four électrique. Et à Belleval et à Differdange, où ils ont moins de place et où il y a plus de volume, ils auront besoin d'hydrogène vert pour en fait passer du gaz fossile à l'hydrogène. Donc, pour l'industrie à Luxembourg, c'est assez facile. Je remplace le gaz fossile qui est souvent à la base des processus industriels, ou bien par de l'électricité, en moyennant en fait des pompes à chaleur, ou je passe du gaz à l'hydrogène vert. Dans le domaine de l'habitation, comme le Luxembourg était avant la crise de la construction, le pays en Europe qui construisait le plus relativement de nouvelles maisons. Et donc, nous avons fait dans ce gouvernement la norme efficacité pour les nouveaux bâtiments la plus stricte au monde. À Luxembourg, c'est impossible de construire un nouveau bâtiment, petit, moyen ou grand, avec de l'énergie fossile. Donc en fait, la pompe à chaleur est la technologie de référence. Il y a une software derrière qu'on
met à disposition des bureaux d'ingénieurs. Et le seul moyen de sortir pour avoir une autorisation de bâtisse derrière, c'est que tu construis le bâtiment en agençant le bâtiment avec une bonne isolation thermique, et derrière, tu mets une pompe à chaleur. Donc, pour les nouveaux bâtiments, le problème est résolu. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est le stock des bâtiments existants. Et dans ce stock de bâtiments existants, nous avons essayé de faire une politique qui se base sur 3 mesures. Un, c'est le conseil. Pour la plupart des citoyens, changer un boiler de gaz ou de fuel vers une pompe à chaleur, c'est techniquement trop compliqué. Ils ne connaissent pas les prix, ils ne connaissent pas les dimensions. Donc en fait, on a mis en place l'agence climat avec en fait un service très détaillé justement pour aider les citoyens. Après, on a donné des aides massives comme aucun autre pays, je dirais en Europe et probablement au monde. Cette année-ci, tu obtiens 62,5% de ton investissement en pompe à chaleur en subvention du gouvernement. Et il y a beaucoup de communes qui se rattachent, donc tu peux avoir 80-85% de ton investissement qui est financé en fait par la main publique. Et la troisième chose, et c'était la chose la plus difficile, réduire la bureaucratie. Le problème, c'est qu'on a énormément de règles, surtout au niveau communal. Je vous donne l'exemple. Vous êtes sur la route d'Arlon, niveau de décibels 80 ou 85, donc c'est très très bruyant. Il y a des voitures qui passent tout le temps. Or, la ville de Luxembourg exige, dans son règlement de bâtisse, qu'aucune pompe à chaleur au bord de ta parcelle, tu n'as pas le droit d'avoir plus que 40 décibels. Je vous promets, parce que je vous mets à défi, parce que moi je l'ai fait, il n'y a presque pas de forêt à Luxembourg où vous arrivez à 40 décibels. Donc c'est déjà une norme qui est ultra stricte. Et en plus, sur la route Arlon, derrière les gens, ils ont du calme, et donc ils les obligent de mettre les pompes à chaleur derrière, et ils n'ont pas l'autorisation de les mettre devant la maison, alors qu'ils ont 3 mètres devant la maison. Et donc, pour changer ce genre de bureaucratie communale, qui à Luxembourg est très très répandue parce qu'on est dans un pays de l'autonomie communale, donc il y a 100 règlements différents. En fait, une de mes dernières actions au gouvernement, c'était un règlement type d'autorisation pour les pompes à chaleur, le solaire et la rénovation, pour forcer en fait peu à peu toutes les communes à avoir une approche qui favorise en fait ce genre d'investissement. Donc dans les bâtiments, maintenant tout est en place, peut-être sauf le préfinancement. Après, je peux vous donner, on a des idées concrètes comment on peut le résoudre. Et donc c'est juste une question de tempo. Combien de pompes à chaleur tu arrives à mettre sur le marché pour remplacer en fait le fuel? Ça va prendre 30 ans, mais on peut, avec une politique très volontariste, même sans interdire, on peut aller très loin. Le troisième point, et c'est pour Luxembourg le point le plus important au niveau des émissions de CO2, dans un pays normal, les émissions de CO2 du transport représentent 30% des émissions. À Luxembourg, c'est 60%. Et c'est une combinaison de 3 facteurs. Premier facteur, le tourisme à la pompe. Tous les camions de l'Europe de l'Ouest prennent leur diesel à Luxembourg parce que historiquement, le gouvernement a toujours fait à ce que les axes soient inférieurs aux pays voisins. Ça représente probablement la moitié de ces 60%. Deuxième chose, on a maintenant 230 000 frontaliers qui, à la différence des Luxembourgeois qui seulement font en moyenne 21 km par jour, le frontalier, il fait 80 km parce qu'il vient de plus loin pour arriver à son emploi à Luxembourg, mais il profite aussi de l'essence moins chère à Luxembourg, donc il prend son essence à Luxembourg au moins le week-end avant de rentrer chez lui. Et il y a un troisième phénomène qui m'a probablement, c'est une des raisons que ACL, ADR, HOA et GPL, donc les 4 fossiles lobby à Luxembourg, ils ont eu mon scalp, c'est parce que j'ai aussi essayé de dire
écoute, on est dans le pays avec le plus de voitures par tête d'habitant. Et on a des très grosses cylindrées. Le Luxembourg est le premium market de toutes les marques, surtout allemandes, parce qu'on a le pouvoir d'achat d'acheter des BMW, des Mercedes, des Jaguar, des Ferrari, de très grande puissance. Et donc, face à ce constat, on a fait 3 choses. La première chose, c'est que augmenter les axes et introduire une taxe CO2. Et en fait, ça fait que le tourisme à la pompe a diminué parce que le ratio pour un camionneur belge, et le camionneur belge a aujourd'hui intérêt à prendre son fuel en Belgique et plus à Luxembourg. Et c'était une question de quelques centimes. Et donc, si on connaît en fait le détail, moi je savais qu'en augmentant 2 centimes au début de la législature et après introduire la taxe de CO2, je savais que ça allait avoir un impact. Et cet impact nous permet aujourd'hui d'être dans nos cartons sur la réduction de CO2. Et puis sur les autres voitures, on ne va pas changer la mentalité du luxembourgeois, mais aussi du frontalier. En fait, c'est des gens qui adorent les voitures et les belles voitures. Moi, je me suis dit, tu ne vas jamais changer ça. Donc, peut-être qu'ils seront à même d'accepter d'avoir une belle machine, mais électrique. Et donc, on a réussi en seulement 4 ans de passer de moins de 3% de ventes de voitures électriques à Luxembourg. En 4 ans, on est passé à 30%. On est aujourd'hui le 2e marché dans l'Union européenne en pourcentage de ventes de voitures électriques. Et comme à Luxembourg, 50% de toutes les voitures de toutes les ventes nouvelles sont des voitures de société, la plus grosse bagarre qu'on a menée, c'était celle contre Huawei et les garagistes pour introduire un changement du régime de défiscalisation sur les voitures de société. Et ce régime est déjà changé et au 1er janvier 2025, le seul avantage fiscal, l'avantage fiscal sur une voiture de société, il sera que pour une voiture électrique. Ce qui va faire du marché luxembourgeois, de la vente de nouvelles voitures, un marché à 70% plus de voitures électriques à partir du 1er janvier 2025. Et ça va réduire la consommation de CO2 de façon notable. Et pour réussir cela, il fallait bien sûr être un des meilleurs au monde dans les recherches électriques en voie publique. Et on l'a fait, on est aujourd'hui le numéro 2 en Europe sur le nombre de chargeurs électriques publics, à la fois Chargy et les superchargy, donc les charges rapides. Donc, on peut dire en 2 plans énergie-climat, avec une approche très technophile, en fait, en disant les Luxembourgeois vont accepter d'être les champions en fait, de la technologie verte. En fait, on réussit déjà un bon bout de la réduction des émissions de CO2. Derrière, il y a bien sûr, je dirais, trois autres vérités qui sont beaucoup plus difficiles. C'est un peu aussi ce que Tom Bowler a dit, c'est la consommation. Nous sommes probablement aussi, grâce à notre pouvoir d'achat, un des champions du monde de la consommation de toutes sortes de gadgets à la maison et autour de la maison. Et donc, tous ces produits doivent être produits, et en général, ils sont produits aujourd'hui en Chine. Donc, en fait, ces émissions ne sont pas à Luxembourg, mais ils sont quelque part dans les bilans au niveau mondial. Après, il y a vraiment un inconvenient truth. L'hydrogène vert va exister. Et avec l'hydrogène vert, je peux transformer l'hydrogène vert en un kérosène vert, un e-fuel. La difficulté, c'est que c'est un processus très énergivore,
Ça consomme 3 fois plus d'électricité que si je roule tout de suite en voiture électrique. Et l'Europe sera incapable de produire assez d'énergie renouvelable pour produire tout cet hydrogène vert. Et donc, prendre un vol Cargolux ou Luxair, les prochains 15 ans, ce vol sera un vol climatocide, si je le mets de façon un peu, tranchée, et maintenant je peux encore plus me le permettre. Donc, il faut comprendre que pour l'aviation, il n'y a pas de solution technique à court terme. Parce que en Angleterre, ils ont calculé que si on remplace tous les avions à Heathrow par du e-kérosène, du kérosène vert, c'est l'équivalent de toute l'énergie que l'Angleterre consomme aujourd'hui. Alors que l'aviation, c'est à peine 7 ou 8% de la consommation d'énergie. Juste pour vous montrer l'inefficacité de la chaîne derrière et le fait qu'il n'y a pas de solution facile. Et donc, je crois que la seule réponse par rapport à ça, c'est vraiment développer le rail européen, surtout les trains de nuit et les trains rapides. Et ça s'est fait un peu, mais je crois que la Commission, je ne sais pas si Nicolas est d'accord, je crois qu'on aurait pu imaginer des commissaires plus à la hauteur de l'enjeu que celle qu'on a aujourd'hui sur les transports. C'est un peu malheureux, mais je crois que l'avenir, c'est que l'Europe doit massivement investir dans le rail pour les voyagers. Et moi, je suis, au niveau personnel, moi, j'ai pas de voiture depuis le début des années 90. C'est pas difficile. Je vivais à Bruxelles et je vivais à Luxembourg. Et ça ne veut pas dire que je ne conduis pas. Je suis un très bon client de Flex et de Carlo. Et quand je vais en vacances, je préfère le train. Et je peux vous dire, Luxembourg-Marseille, Luxembourg-Bordeaux, Toulouse, Luxembourg-Zilt en train, ça se fait déjà aujourd'hui. Mais malheureusement, pour le Luxembourg, énormément de lignes de train de nuit qu'il y avait à l'époque, Bruxelles, Luxembourg, Milan, sont mortes entre-temps. Et donc là, je crois que l'Europe a joué un grand rôle pour les revigorifier. Et la troisième vérité incommode pour le Luxembourg, c'est que le plus grand pollueur climatique, qui est le plus grand pollueur climatique du Luxembourg? J'en ai déjà nommé quelques-uns, mais pour être un peu interactif. Quelle activité à Luxembourg a le plus d'impact négatif aujourd'hui sur le climat du monde? La finance. Donc le fait que le Luxembourg est un énorme entonnoir de trillions d'argent qui viennent à Luxembourg du monde entier, qui sont un peu retravaillés chez nos bureaux d'avocats et qui ressortent, ça c'est de loin, c'est beau, c'est 10 fois Cargolux, c'est 10 fois ArcelorMittal. Et donc, une des choses les plus importantes pour le Luxembourg, c'est de faire de sa place financière pas seulement un light green banking, mais un réel centre bancaire où investir dans les renouvelables, dans l'efficacité énergétique, dans l'hydrogène vert est vraiment une des priorités et où on arrête de financer les énergies fossiles. 2 dernières remarques. C'est quoi un peu mon analyse sur aussi notre défaite électorale et un peu ce qui se passe en Europe? Moi, je crois j'ai lu il y a 2 ans un livre qui s'appelle « Fossil Fascism ». Quand je l'ai vu, j'ai dit « mais c'est quoi ça, Fossil Fascism ?» Et donc, j'ai dû lire les 3 pages qui allaient avec, sinon je ne l'aurais pas acheté. Mais c'est vraiment un livre que je vous recommande à lire pour comprendre pourquoi ADR, Le Pen, Farage, la droite extrême espagnole, l'AfD, pourquoi en fait c'est une combination de 2 politiques, c'est
anti-migration et anti-climat. Et derrière ça, la Russie qui joue un énorme rôle. Pour nos collègues au Parlement européen, ils le savent. Quels étaient les 2 sites Internet les plus vus du Parlement européen? C'était le site de Nigel Farage, le gars qui a provoqué le Brexit, et le site de Marine Le Pen. En nombre de clics, c'est les 2 sites les plus vus. Et donc, comment expliquer, parce que Marc Angel et Nicolas Schmitt, même mon équipe, on faisait beaucoup d'efforts pour avoir des clics sur nos sites Internet. L'explication, c'est la connivence de la Russie. Parce que la Russie a toute une armée de trolls et il y a moyen de faire une analyse entre le site de Marine Le Pen ou le site de Nigel Farage et les trolls russes qui les potentialisent. Et comme tout ça, ça se joue sur le plus grand nombre, ça se potentialise. Et donc, moi, je crois que ce que vous avez dit, que l'Europe doit avoir une politique de régulation extrêmement ferme sur la digitalisation, ce n'est pas seulement une question de consommation d'énergie ou de liberté privée, c'est une question de démocratie. Parce que, ça joue sur... et j'ai été confronté à ça pendant les 5 ans et surtout dans les dernières semaines. Il y a 5 ans, je vous donne une histoire concrète. Michi Volta fait un tweet le jour où François Bausch, Joël Welfring et moi, on inaugure une station d'hydrogène à Bettembourg. Et dans son tweet, il prétend qu'on a refusé à 2 personnes qui ont des voitures à hydrogène et qui sont membres du CSV, qu'on a refusé de les inviter. On les avait invités, j'avais les preuves. Mais il y a 5 ans, Michel Volta aurait essayé chez le Tageblatt ou chez le Wort de convaincre un journaliste que j'étais un vrai salaud, que je n'invitais pas pour des raisons politiques les gens les plus vertueux à Luxembourg qui sont les CSV parce qu'ils ont des voitures à hydrogène. Le journaliste, il avait 2 choix. Il me téléphonait derrière et j'aurais dit, écoute, je t'envoie le mail, et le journaliste n'aurait pas publié. Il n'aurait pas eu le réflexe éthique, il aurait publié l'article. Le jour d'après, la loi luxembourgeoise de la presse l'aurait obligé de corriger. Ça, c'était les médias et le monde, la démocratie à Luxembourg il y a 5 ans. Et le monde aujourd'hui, même à Luxembourg, c'est qu'on est sur un terrain de foot et il n'y a plus d'arbitre. Et donc, je crois une des questions les plus importantes pour l'Europe et pour la démocratie, mais pour la démocratie aussi au niveau mondial, c'est est-ce qu'on est capable de réintroduire une sorte d'arbitrage dans la communication et la véracité de la communication autour des sujets politiques. Aujourd'hui, on sort perdant parce que ceux qui sont les plus irresponsables, les plus avec aucune éthique et qui mettent encore un peu d'argent derrière, c'est ceux qui gagnent la bataille de la communication et derrière, ils gagnent la bataille des élections. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Claude Turmes. À vous nous quitter. Je voulais vous demander, je voulais que vous nous rassuriez, Claude Turmes, vous n'avez pas revendu votre voiture de fonction. Pardon ? Votre voiture de fonction. Ah, ma voiture. Vous l'avez revendue alors ? Oui, non, mais écoute, aujourd'hui je suis venu en vélo pour rassurer tout le monde. Ça va. C'est pas difficile parce que j'habite en haut du Limposperk, c'est pas très difficile. La voiture de fonction, j'en ai beaucoup discuté. Au début des mandats, je me suis dit, est-ce que tu veux une voiture de fonction ? Le problème, c'est que en tant que ministre, tu as des rendez-vous qui sont tellement rapprochés que si tu voulais les faire en train, tu pourrais aussi dire, je fais qu'un rendez-vous par jour à côté de Luxembourg. Et donc, ça c'est, je crois, et d'ailleurs, le chauffeur, celui qui conduit la voiture de fonction,
est un policier, parce que c'est surtout notre garde du corps, ou comment on veut l'appeler. Et après, il y avait la discussion sur, quand ils m'ont montré la voiture, j'ai dit, oh, une grosse, énorme, et donc j'ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire plus petit? Et derrière, c'est pas moi, le jour où je m'achète une voiture, ce sera une Fiat 500 ou une petite voiture. Mais pour des raisons aussi de sécurité et aussi pour des raisons de confort, pas du ministre, parce que le ministre, il ne passe pas beaucoup de temps dans la voiture, c'est surtout le chauffeur policier qui nous attend quand on fait des rendez-vous. C'est pour son confort qu'il y a les voitures qu'il y a. Et moi, j'ai insisté pour que j'ai au moins une voiture électrique. Et donc, j'ai eu les derniers 2 ans, après avoir beaucoup insisté, une voiture électrique, parce que pour moi, on ne peut pas demander des choses aux citoyens et ne pas au moins alors rouler électrique si on veut que les gens... Je ne vous demandais pas du tout une justification, mais c'était peut-être pour vous rappeler, pour savoir s'il y avait une question, s'il y avait des questions pour... C'est ce genre de question où on peut dire, j'aurais pu dire, est-ce que vous n'avez pas mieux à questionner, parce que l'impact CO2, il est 0, mais l'impact symbolique, médiatique, il est énorme. Et donc c'est pour ça que je veux, en fait, il faut répondre de façon très claire sur ces réponses. Et vous le faites et d'ailleurs, juste pour vous montrer à quel point certains politiques jouent bien le jeu, je vous donne 2 exemples. Le premier, il s'est cassé la gueule. C'était Cameron. Cameron, quand il était... à un certain moment, il est devenu Premier ministre, mais il devait encore gagner les élections. Donc, il a repositionné les Tories, il a fait un green branding. Ils avaient mis des cartes de visite avec des arbres dessus vertes. Et Cameron, au début, il se faisait déposer avec 3 énormes voitures. On sort une bicyclette et Cameron, il fait les derniers 5 kilomètres jusqu'à Downing Street en vélo. Jusqu'au jour où un journaliste a déniché en fait le trucage ou la non-honnêteté, que c'était vraiment juste de la mise en scène, et après il a arrêté. Et l'autre, c'est que je trouve, et là on voit que certains politiques d'extrême droite manipulent extrêmement bien les symboles, c'est que Meloni, la première chose qu'elle a fait, elle s'est mise en Fiat 500 en tant que première ministre italienne. Et je ne veux pas imaginer le nombre de grosses cylindrées de voitures de sécurité qui l'accompagnent, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Meloni ne se déplace pas à Rome en Fiat 500 sans garde-corps. Mais elle a bien joué la communication sur le fait qu'elle est anti-establishment, parce qu'elle, en tant que première ministre, elle se met dans une mini-voiture. Et bien sûr, personne ne regarde ce qu'il y a autour, parce qu'à mon avis, les émissions de CO2 sont les mêmes sur toutes les voitures qui l'accompagnent, voire plus grands, parce que c'est peut-être un dispositif de sécurité qui est plus difficile à mettre en place. Nous avions des questions, donc une au moins là-bas. Bonjour monsieur, je suis Étienne Méhu, professeur à la Haute École Robert Schuman en Belgique. Ça va comme ça? C'est plus loin? Comme ça? Ok. Et j'ai bien entendu vos suggestions pour améliorer la mobilité, mais qui sont aussi, je pense, tournées vers le citoyen, vers les citoyens normaux, on va dire. Et j'ai entendu aussi l'amour des Luxembourgeois pour les voitures, et ça m'a fait penser à une petite histoire qui nous est arrivée ici au Luxembourg. On est venu faire un film ici à Luxembourg, pour la Haute École, et on est arrivé devant un trou d'une centaine de mètres de profondeur, et on demande, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et l'ingénieur nous explique en fait que, normalement au Luxembourg, on a droit à 3 niveaux de parking souterrain, mais qu'ici, la personne a obtenu un 4e niveau pour ranger ses voitures de collection. Et en fait, ça s'est avéré, enfin, j'ai pas vérifié l'information évidemment, mais l'ingénieur, je vois pas pourquoi il nous aurait inventé une histoire pareille. Donc ma question c'est, pensez-vous que ça ait du sens de proposer, et je pense que c'est un nœud du problème, des solutions
au peuple, à tout le monde, et que tout le monde va dans le même sens, mais que d'un côté, les gouvernements, les États se permettent des choses qui soient, je veux dire, complètement aberrantes, et pour lesquelles on n'a aucune prise, en fait. Je crois que il y a une raison pourquoi il y a des voitures, parce que c'est dès que tu vas en milieu rural, et donc il faut d'abord créer une offre alternative qui tient debout. Et en ville de Luxembourg, maintenant avec le tram, les bus, les pistes cyclables qui sont en général des pistes cyclables que le gouvernement a construites et pas la ville de Luxembourg, avec le car sharing, avec une idiotie incroyable, c'est que Carlo et Flex, ça fait 10 ans qu'ils doivent fusionner et pour des raisons de bisbille politique, on n'arrive pas à les fusionner. Donc le jour où j'ai le tram, le bus, la piste cyclable et la voiture de partage, à ce moment-là, je crois que la probabilité d'avoir moins, il y a une certaine probabilité que le Luxembourg aille dans la direction de Copenhague. À Copenhague, il y a, je crois, il y a à peu près par tête d'habitants un tiers, si pas un quart des voitures qu'à Luxembourg. Parce que, là, pendant la campagne électorale, j'avais loué une voiture parce que j'en avais besoin. En fait, avoir une voiture à Luxembourg, surtout à Luxembourgville, c'est damned expensive, c'est vraiment cher, parce que tu n'as aucun endroit où tu peux la garer si tu n'as pas de garage. Et un garage Olymposberg, je crois que maintenant on est entre 900 et 1100 euros pour un garage pour sa voiture, pas par année, hein, par mois. Par mois. Et donc, moi je crois beaucoup, et c'est ce qu'on a mis en place avec François Bausch, c'est améliorer le transport public dans toutes ses facettes et améliorer aussi les voitures partagées pour permettre aux citoyens de faire après le choix rationnel. Et le choix rationnel en ville, c'est probablement de ne pas avoir une voiture soi-même, mais de louer une voiture quand j'en ai besoin. Merci, Monsieur Tourmes. Nous avons une question Internet. Guy Darbois. Oui, non, merci. Guy Toft. Merci. Guy Toft, je surveille les questions qui viennent d'Internet. Nous avons eu 120 visites jusqu'à présent. Et un des internautes belges nous pose la question. Un rapport du Fonds monétaire international du mois d'août 2023 indique que les subventions mondiales aux industries des combustibles fossiles correspondent à 7 milliards de dollars en 2022. Alors, peut-être pouvez-vous expliquer quelle est la partie du Grand-Duché de Luxembourg et en fait simplement expliquer que couvrent ces subsides à l'industrie des combustibles fossiles. Donc en fait, quand il y a ce genre d'études, il faut surtout analyser les paramètres qu'ils ont pris parce que il y a des pays, surtout en voie de développement, l'Égypte, le Nigeria, ce genre de pays, pour des raisons sociales, souvent ils ont subventionné l'essence et le diesel. En Europe, cela est plutôt rare. Par contre, et ça c'est le deuxième aspect, c'est que une tonne de CO2, c'est combien de dommages? Bon, il y a des études, je crois que nous dans le PNEC on a dit une tonne de CO2, ça crée 150 € de dommages par tonne. Et donc, après, tu peux calculer, tant que tes axes ne sont pas à un certain niveau, l'économiste qui fait l'étude, il va dire X, la différence entre X, le niveau théorique où tu devais taxer ton énergie fossile, et la taxation effective que tu as, qui est relativement basse à Luxembourg, ça, je considère comme une externality et donc je considère que c'est une subvention. Donc il faut regarder le détail de l'étude. Il y a, et moi je suis vraiment, je suis à mort contre les subventions fossiles, mais pendant la crise
la guerre que Poutine fait à l'Ukraine et à l'Europe, on était confronté que Poutine avait réussi à faire monter le prix du gaz de 20 à 350. Et donc aussi à Luxembourg, même dans un pays riche, la question se posait, est-ce qu'on allait exposer nos consommateurs de gaz à un prix de 350, alors qu'il était habitué à payer 20. Et donc, on a dans la tripartite, on a introduit un plafond pour le prix du gaz pour justement permettre que le prix du gaz, il monte, mais pas de façon extrême. Et il se peut que ce genre d'étude va maintenant accuser le Luxembourg d'avoir fait une subvention fossile. Moi, je considère que c'était une mesure sociale économique parce que, et Serge est là, donc le système d'indexation à Luxembourg fait que les prix du gaz et les prix de l'élec, ils ont un énorme impact sur l'inflation et derrière sur l'indexation. Et si on n'avait pas pris cette mesure de plafonnement du prix du gaz et un léger subventionnement pour le prix du fioul, le système d'indexation se serait complètement emballé. Par contre, et c'est probablement quelque chose qui m'a aussi coûté mon scalp, moi je me suis battu jusqu'au bout au gouvernement pour que le gouvernement luxembourgeois ne suive pas la folie des autres pays pour subventionner l'essence et le diesel. On l'a fait pendant une période très courte, de 2 mois ou de 3 mois, et on l'a arrêté au plus vite, parce que je considérais que ce n'était pas là où il y avait vraiment le plus besoin. Il y avait le plus besoin sur le chauffage au fioul et au gaz. Et donc, juste pour compléter le setting aussi politique à Luxembourg, c'est un point sur lequel je me suis vachement fait attaquer, le fait que les Verts étaient contre une subvention au diesel et à l'essence. Merci beaucoup Claude Tourmes, qu'on applaudit encore une fois. Et